Notre présentation porte sur la construction finalement, plus que de l'école de Sherbrooke, mais sur sa construction en quelque sorte, et sous l'angle de l'intégration du pluralisme juridique et de la pensée systémique pour repenser l'accès à la justice. Peut-être un petit mot, je sais qu'on en a déjà discuté ici hier, sur la notion d'école. Alors, quand on a commencé à réfléchir à notre présentation, on s'est interrogé sur qu'est-ce que c'est qu'une école de pensée finalement. Et puis on a trouvé une définition, et je vous la soumets. Une école de pensée désigne un ensemble de principes constituant un système qui sert de guide à l'interprétation de la réalité et à l'action. Ah, définition intéressante, j'ai retenu. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une école de pensée n'est qu'un outil utile pour lire la réalité ou pour guider l'action. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'elles ne devraient avoir. Mais en même temps, on a aussi vu, en réfléchissant, qu'une école de pensée pouvait aussi désigner évidemment un ensemble de personnes qui partagent des opinions semblables ou un point de vue similaire sur leur discipline académique. Ah, ça nous a servi de fil conducteur. Alors nous nous sommes demandé si le groupe de chercheurs dont nous faisons partie partage des points de vue similaires, des opinions semblables sur leur discipline académique. Et finalement, c'est à cette odyssée que nous vous invitons, ma collègue Véronique Fraser et moi, finalement, à nous suivre. Alors, on a remarqué qu'il y a un groupe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui se sont intéressés à reconceptualiser le concept de l'accès à la justice de façon innovante. On a remarqué que cette reconceptualisation-là s'est basée sur deux théories. Donc, le pluralisme juridique d'une part et la pensée systémique de l'autre part. Et ces deux théories-là servent à remettre en cause 4 paradigmes. Qu'est-ce qu'on entend par paradigme? Exactement. Et on a un collègue ce matin qui nous a dit que les juristes, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de compliqué à définir, ils renvoyaient à la notion de paradigme. Et le collègue a cité très justement Thomas Kuhn. Nous avons la même référence. Alors, comment Thomas Kuhn définit un paradigme? Et puis, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué. Épistémologiquement, c'est une conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque dans une communauté scientifique donnée, qui fonde les types d'explications envisageables et les types de faits à découvrir dans une science donnée. Voilà finalement ce que c'est qu'un paradigme, si on peut le dire ainsi. Alors, les 4 paradigmes qui sont remis en cause par, je dirais, l'approche de Sherbrooke sont les suivants. Donc, le premier, le monisme de la théorie pure du droit, la réglementation, la vision restrictive de l'accès à la justice et l'opposition entre les procédés de justice ou entre les modes amiables de règlement des différends. Très bien. Je vais commencer, moi, par vous parler, évidemment, donc, du pluralisme juridique et des 2 premiers paradigmes qui sont remis en cause par cette approche-là. Le Code de Sherbrooke adopte, selon nous, une conception pluraliste du droit. Elle porte donc une critique forte du monisme de la théorie pure du droit. Et dans la lignée de cette critique-là, finalement, je dirais, et en cohérence finalement avec les critiques émanant des théories pluralistes, je dirais qu'elle soumet l'hypothèse de la substitution de la réglementation finalement à la régulation. Qu'est-ce qu'on entend finalement par un mot sur, je dirais, sur le monisme juridique? Le monisme juridique, c'est cette théorie, je dirais, du droit qui finalement est fondée essentiellement sur la souveraineté de l'État. La règle juridique est un attribut de la souveraineté au sens où l'État est le seul détenteur du pouvoir d'ordonner de manière exclusive les conduites. Pour, je dirais, les monistes, ils vont encore plus loin finalement. Ils établissent, notamment Kelsen, une sorte d'identité entre le droit et l'État. Cela constitue finalement pour eux un seul et même phénomène. Kelsen va même jusqu'à dire qu'il ne faut pas se laisser berné par le pluralisme langagier, mais qu'il faut, je dirais, passer à travers ce voile pour finalement identifier les véritables phénomènes. À partir de là, l'approche, je dirais, moniste de la théorie pure, je dirais, retient 2 critères essentiels de la règle de droit. Premièrement, la sanction. Et Hegel nous dit finalement que le droit n'est rien d'autre qu'un commandement assorti de sanctions. Et puis, autre élément important, je dirais, de la théorie moniste, c'est les sources, la fameuse théorie des sources du droit. Et finalement, la règle juridique, elle n'est juridique que parce qu'elle émane de l'entité étatique. Encore une fois, l'État demeure le seul fondement du droit. Et très clairement, les théories pluralistes remettent en cause cette approche-là. Pour eux, je dirais que le droit
a d'abord un caractère, je dirais, éminemment intuitif et une expérience, je dirais, personnelle. Finalement, la question, je dirais, de la théorisation, de la formalisation de cela n'est qu'un, je dirais, un épiphénomène, un élément superficiel d'identification du droit. Par ailleurs, l'approche pluraliste, je dirais, s'intéresse particulièrement au rôle des forces sociales dans la production du droit. Certains pluralistes parlent même clairement de ce qu'on appelle le droit vivant. Ça signifie évidemment qu'ils arrivent à identifier le droit dans les manifestations sociales au-delà, je dirais, de l'activité normative de l'État. Si je poursuis très rapidement, le pluralisme juridique a 3 postulats de base. Le premier, c'est la remise en cause de l'analyse hiérarchique de la domination du système juridique sur les autres. Pour les pluralistes, 2 choses. Certains contextent complètement que cette domination puisse exister. L'État n'est qu'un ordre juridique à côté d'autres ordres juridiques et ne domine nullement. Pour d'autres pluralistes, ils reconnaissent cette domination, mais pour eux, ce n'est qu'un moment de l'histoire du droit, de l'histoire des sociétés. Mais cette domination est appelée à être en permanence questionnée et remise en cause. Deuxième postulat, c'est la conception de l'interaction entre systèmes juridiques comme un processus bidirectionnel, chacun influençant et aidant à constituer l'autre. Pour les pluralistes, les ordres juridiques, les systèmes juridiques s'inter-influencent. Et on peut voir la manifestation, par exemple, pour nous qui nous intéressons à la médiation, que les processus de médiation sont de temps en temps influencés par un certain nombre de garanties, par exemple, procédurales, qui relèveraient, je dirais, du système judiciaire. Et inversement, le système judiciaire aussi est appelé à s'adapter, à adapter certains de ces processus ou mécanismes, par exemple, à d'autres approches qui sont, je dirais, moins conflictuelles. Troisième postulat, c'est l'élargissement de l'idée de système juridique qui permet d'inclure une multitude de modèles d'ordonnancement normatif non officiels. Encore une fois, pour les pluralistes, il faut finalement s'intéresser aussi à l'activité sociale, à la norme négociée, à d'autres manifestations du droit que seulement la seule activité, je dirais, étatique. Quel est l'intérêt finalement de cette théorie-là ou de cette approche, de cette remise en cause du monisme juridique pour l'école de Sherbrooke? La première, c'est qu'elle permet de fonder la légitimité de nos modes amiables extrajudiciaires, de prévention et de règlement des différends, au-delà du droit étatique. Par exemple, dans nos travaux, si je dis les travaux de l'école de Sherbrooke, le déficit de légitimité des modes de PAD fut une question rapidement résolue depuis bien longtemps. Nous ne nous interrogeons plus sur la question de la légitimité de ces modes-là. Que représentent-ils? Ont-ils une vraie légitimité? Cela est une question qui ne se pose plus véritablement pour nous. Par ailleurs, il nous semble que c'est plus par les interrogations, je dirais, et par la démarche qu'elle suscite, que le pluralisme juridique nous semble pertinent. En effet, parce qu'il adopte une définition ouverte du droit, parce qu'il permet de se questionner finalement sur la part respective des différentes régulations. Le pluralisme juridique fait que, dans nos travaux, nous ne nous contentons plus simplement des solutions issues du syllogisme judiciaire, mais nous nous permettons de questionner, à travers des études empiriques, les besoins, les attentes et le sentiment de justice des citoyens. Le deuxième paradigme remis en cause par le pluralisme juridique, c'est la question de la réglementation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par réglementation? La réglementation, c'est une des définitions qu'on peut donner, c'est l'ensemble des normes en vigueur dans un système juridique donné qui permettent de régler les conflits. La réglementation fonctionne, selon nous, suivant une logique hiérarchique, autrement dit verticale. Elle promet une approche très institutionnelle de la justice et de son accès. Il nous semble qu'on a une vraie transition de la réglementation vers la régulation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut entendre par régulation? En droit, la régulation, c'est la coordination entre une multiplicité de normes et de mécanismes de résolution des conflits. Dans sa mise en œuvre concrète, la régulation comprend la réglementation, mais est plus large que la réglementation. Autrement dit, elle pourrait faire appel à des normes d'autres disciplines ou encore à des normes axiologiques. La régulation nous semble en tout cas aussi permettre
de décrire les nouvelles formes du droit aujourd'hui. Quel est encore l'intérêt de cette transition de la réglementation vers la régulation pour l'école de Sherbrooke? Le premier intérêt, c'est finalement aussi, encore une fois, de considérer que les modes amiables de prévention et de règlement des différends sont une des formes que revêt la régulation aujourd'hui, une des figures de l'accès à la justice, très clairement. Dans nos travaux, par exemple, les ententes amiables n'ont pas une valeur inférieure aux décisions judiciaires. C'est quelque chose qui est intégré dans nos différentes recherches. Finalement, un autre intérêt, c'est que la régulation est la réponse à la complexité, je dirais, de la société actuelle. Nos travaux mettent en évidence, par exemple, le fait que le conflit est structurel à la vie en société, que les formes, les sources du conflit sont multiples et complexes, et que finalement, la réponse, justement, à ces conflits-là, elle-même mérite d'être multiforme. Voilà, brièvement résumé, les deux premiers paradigmes que remettent en cause l'école de Sherbrooke. Mais je laisserai ma collègue vous parler des deux autres. Donc, la deuxième théorie sur laquelle l'école de Sherbrooke se base, selon nous, est la pensée systémique. La pensée systémique, on peut la contraster à la pensée analytique. Qu'est-ce qu'on entend par pensée systémique? C'est l'association d'ensemble d'éléments qui sont interdépendants et on l'associe à différents concepts tels que la complexité, l'auto-organisation de ces éléments-là et l'interactivité. Donc, l'idée ou l'objectif de la pensée systémique, c'est de rendre compte des différents ensembles organisés qui sont présents dans le monde, mais sans tenter de les dissocier par leurs différents éléments. Donc, on pose à la fois une démarche épistémologique, où on cherche à modéliser les ensembles en systèmes, et l'autre démarche est ontologique, où on tente à représenter le monde du réel à travers les systèmes. Cette pensée systémique-là se contraste avec la pensée analytique, où on va plutôt atomiser un ensemble en éléments simples et on va rechercher des séries causales qui sont indépendantes. Donc, lorsqu'on a un ensemble qui est constitué, on va le considérer plutôt comme un agrégat. On va considérer que ses propriétés sont indépendantes et que celle de l'ensemble résulte entre une composition de parties. Donc, un ensemble est seulement une composition de plusieurs parties qui sont indépendantes. Alors, comment on va fonctionner pour analyser l'accès à la justice lorsqu'on procède avec l'analyse de la pensée systémique? On va avoir une démarche qui va être plus holistique, donc plus systémique, basée sur un modèle itératif pour analyser des enjeux. Donc, la première étape, on va essayer de comprendre les enjeux. Donc, essayer de comprendre, avoir une vision, une compréhension approfondie du système. Souvent, ce qu'on va faire dans un domaine donné, on va littéralement construire une cartographie qui représente les différents éléments et comment ceux-ci s'influencent les uns et les autres. Une fois qu'on va avoir essayé de comprendre les enjeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des leviers. Donc, est-ce qu'il y a des opportunités dans le système où on peut les modifier, les améliorer, les changer, qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait favoriser, par exemple, l'accès à la justice. On va choisir les leviers, donc ceux qui nous paraissent les plus opportunistes, parce qu'ils sont les moins coûteux, parce qu'ils sont les plus accessibles, par exemple. Et ensuite, on va regarder comment le système s'adapte en fonction des actions qu'on a prises. Et ensuite, c'est un processus itératif et ça nous amène à toujours repenser le système, parce que le système est toujours en mouvement. Donc, concrètement, si on repart de l'accès à la justice, la vision restrictive de l'accès à la justice, qui est le premier dogme que l'on remet en question, jusqu'à maintenant, on associait accès à la justice avec accès aux tribunaux. Donc, l'accès à la justice, ça voulait dire pour les citoyens d'avoir tous le droit d'accéder aux tribunaux. Donc, on s'intéressait aux coûts, on s'intéressait aux délais des procédures judiciaires.
Alors, selon cette vision-là, ce qu'on fait lorsqu'on veut régler le problème de l'accès à la justice, on va investir plus de ressources dans le système judiciaire. On va embaucher plus de juges, on va injecter plus d'argent dans l'aide financière, on va essayer d'augmenter la catégorie des gens qui y ont accès. Mais lorsqu'on analyse le problème de l'accès à la justice avec la pensée systémique, on remet en cause le premier postulat, donc que l'accès à la justice égale l'accès aux tribunaux. Donc, on se dit, est-ce que la justice pour tous les justiciables, c'est l'accès aux tribunaux? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de justice qui importent pour les différents citoyens? Donc, concrètement, il existe une panoplie de différentes justices. Donc, dans le monde du vécu, la plupart des citoyens ne connaissent pas le droit et le droit est une sorte d'illusion pour eux. Mais qu'est-ce qui est important pour eux? C'est différentes formes de justice, comme par exemple la justice fonctionnelle. Est-ce que leur problème est résolu? La justice rétributive, est-ce qu'on est puni pour ses actes? Est-ce qu'on est dissuadé de recommencer? La justice distributive, qui équivaut à différentes interprétations de l'équité. La justice réparatrice, qui veut dire que le dommage qui a été causé est réparé de façon financière, mais aussi non financière, par exemple des excuses ou une reconnaissance qu'on a commis un geste. Il y a aussi la justice transformative qui s'intéresse à la relation des parties et qui tente d'offrir une solution ou un résultat qui correspond à leur intérêt. Alors qu'avant, on s'intéressait seulement à la justice formelle, c'était logique que les tribunaux soient la réponse pour permettre aux justiciables d'accéder à la justice. Mais lorsqu'on considère les autres formes de justice qui peuvent exister, on peut penser à considérer d'autres modes, d'autres procédés de justice, comme la négociation, la médiation et l'arbitrage, qui vont permettre de répondre aux autres formes de justice. Alors, quel est l'intérêt pour l'École de Sherbrooke de considérer cette vision holistique-là? Eh bien, tout d'abord, ça nous permet d'avoir une évaluation subjective de l'accès à la justice. Donc, on va s'intéresser au sentiment d'accès à la justice du citoyen. Donc, qu'est-ce que le citoyen recherche dans un procédé de justice? La deuxième chose, c'est qu'on va avoir une approche d'accès à la justice qui va être centrée sur le justiciable. Donc, on va s'intéresser à l'ensemble des conflits que vivent les justiciables et non pas ceux qui sont jugés ou qui sont traités par les tribunaux. On va aussi tenter d'adapter nos procédés de justice en fonction des besoins des justiciables et non l'inverse, et non d'inventer des procédés de justice et de demander aux justiciables de s'y adapter. Finalement, le deuxième élément auquel l'École de Sherbrooke tente de répondre, c'est le concept de l'opposition versus la complémentarité des procédés de justice. Si on reprend l'historique de la procédure civile au Québec, on peut remarquer qu'il y a eu un phénomène de l'opposition des procédés de justice. Donc, on considérait que les modes de PRD étaient incompatibles, ou les différents procédés de justice étaient incompatibles avec les tribunaux. Cela remonte déjà en 1962, où on avait jugé que la clause compromissoire était illégale. Donc, on considérait illégal pour les parties de convenir ensemble de faire appel au tribunal arbitral de façon exclusive plutôt que de recourir aux tribunaux. Donc, la Cour suprême, dans l'arrêt Vinette contre Dabrinsky, a jugé que la clause compromissoire était illégale. En 1986, on commence à évoluer. Donc, on décide de reconnaître que la convention d'arbitrage existe dans le Code de procédure civile et on va aussi inclure la procédure arbitrale dans le Code de procédure civile. En 2002, le système judiciaire va tenter de permettre que la médiation fasse partie du système de justice, mais on va tenter de monopoliser cette médiation-là en donnant un rôle de conciliateur aux juges à travers la conférence de règlement à l'amiable. Et finalement, ce n'est que récemment, en 2016, à travers la réforme du nouveau Code de procédure civile, que pour la première fois, on va reconnaître une complémentarité entre les différents procédés de justice. Donc, le Code va créer une obligation à son article 1 pour les citoyens de considérer
les modes privés de prévention et règlement des différends. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « privé » est celui qui a été choisi par le Code. Donc, on reconnaît qu'à la fois, il peut y avoir le système étatique et le système, les modes privés sont aussi valables l'un et l'autre pour avoir accès à la vraie justice ou la justice, même qu'on pourrait dire formelle. Donc, finalement, quel est l'intérêt pour l'école de Sherbrooke? Donc, premièrement, cet aspect-là de la complémentarité nous permet d'explorer l'idée des processus hybrides. Donc, est-ce qu'il y a des façons de pouvoir considérer certaines interactions entre différents procédés qui impliquent à la fois la médiation, l'arbitrage, mais aussi le litige? Ça nous permet aussi d'offrir des formations qui vont être autant destinées au processus formel, par exemple les juges qui agissent à titre de médiateurs, que les médiateurs privés. Ça va nous permettre aussi d'enseigner autant à des juristes qu'à des non-juristes, en considérant que tous vont participer à titre de régulateurs. Ils seront tous des participants à la régulation de la justice dans le système judiciaire. Alors, je laisse mon collègue conclure. Professeur Désier, je vous demande pardon parce qu'on a excédé notre temps. Alors, en une minute, je vais conclure. Évidemment, ce matin, un des conférenciers avait soulevé un point sur les écoles de pensée. Il avait soutenu que les écoles de pensée étaient souvent une construction a posteriori. Nous, justement, dans notre démarche, on avait une vraie gageure, un vrai défi. C'est d'essayer de déterminer ou d'illustrer la construction d'une école de pensée. Finalement, je vous dirais qu'on a essayé d'avoir une démarche à la fois rétrospective et prospective, donc un regard sur à la fois ce que nous faisons, mais ce que nos collègues ont fait depuis plusieurs années, mais en même temps en se projetant plus loin et en s'interrogeant sur peut-être vraiment la naissance d'une école de pensée. En réalité, c'est une hypothèse que nous soumettons et il serait intéressant que l'Association internationale de méthodologie juridique nous invite dans 10 ans pour voir si finalement il existe vraiment une école de Sherbrooke. Merci beaucoup.